Monsieur le sous-préfet, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les élus de France et d'Allemagne, Monsieur l'imam de la mosquée de Montignan-Nostrevent, Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous pour cette inauguration suite à la rénovation intérieure de notre église Saint-Gilles. Ce soir, cette cérémonie festive donne le coup d'envoi d'un week-end pendant lequel notre église sera ouverte à tous dans le cadre des 30e Journées européennes du patrimoine et d'une messe célébrée ce samedi à 18h. Je disais cérémonie festive, mais surtout musicale, puisque les différents discours seront entrecoupés par les interprétations de la chorale Edwige en Nostrevent et de l'harmonie des enfants d'Enchant. Sans attendre, je laisse la parole au premier des intervenants. C'est certainement la personne qui aujourd'hui connaît le mieux notre Église, j'oserais même dire pierre par pierre. Il a été la cheville ouvrière de cette rénovation, et si on l'avait laissé faire, je pense même qu'il aurait installé son bureau dans l'église durant toute la durée des travaux. Je vous demande d'applaudir M. Joël Pirache, maire de Guénon. Merci Rémi pour ces propos, mais mon bureau est resté toujours en face. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps avec l'architecte et les entreprises pour cette rénovation. Alors, Monsieur le sous-préfet, Monseigneur, Monsieur le conseiller général, représentant Monsieur le président du Conseil général du Nord, Monsieur le maire de Sanderhausen, qui est de la ville jumelée avec Bélancourt, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans notre église Saint-Gilles. Nous sommes aujourd'hui réunis, et je le dis avec simplicité, mais avec beaucoup de passion, pour admirer la rénovation, la restauration intérieure de notre église. Cependant, il ne faut pas oublier que cette restauration fait suite à une première rénovation extérieure des bâtiments début des années 2000. Et plus précisément en cette fin d'année 2003 qui nous a marqué, quand la presse locale consacrait de nombreux articles à notre commune, qui recevait une distinction nationale, les rubans du patrimoine, pour la rénovation extérieure de son église. Je me souviens aussi d'un article en particulier qui titrait « Le maire bâtisseur » avec une photographie de Patrick Van Andrevel sur la place du Général de Gaulle, expliquant les travaux d'aménagement de celle-ci, de la rénovation de notre église et du parvis qui porte aujourd'hui son nom. C'est dans la continuité de cette première étape extérieure que s'inscrit cette rénovation intérieure, aujourd'hui terminée. Après ce bref retour en arrière d'une dizaine d'années, je ne peux reprendre ici la longue histoire de ce bâtiment dont l'origine remonte au XIIIe siècle avec l'édification de la chapelle Saint-Gilles. Je reviendrai sur cette restauration intérieure. Celle-ci fut envisagée très rapidement par notre équipe municipale dans les années qui suivirent la restauration extérieure pour finaliser ce grand projet autour du principal édifice de notre commune. Ce fut d'abord une étude financière du projet afin d'avoir une estimation financière du coût et la possibilité de son phasage. Celle-ci fut réalisée en 2007. De retour en mairie, nous avons lancé la réalisation du projet. En mars 2010, ce fut la désignation de l'architecte, c'est l'agence de Madame Nathalie Tekin qui fut choisie. Et c'est le 23 mai 2011 que fut fermée l'église. Les travaux de restauration pouvaient alors commencer. Un reportage photographique retraçant les différentes étapes de cette restauration vous attend à la salle des fêtes lors du vin d'honneur qui vous sera proposé à la fin de cette cérémonie. D'autre part, je laisserai le soin à Madame Tekin de vous expliquer dans quelques instants plus en détail les particularités de ce chantier, les quelques prouesses techniques réalisées et les découvertes artistiques et architecturales que l'on ne manque pas de faire dès que l'on aborde un chantier comme celui-ci. Je tiens à souligner le travail exceptionnel réalisé par l'ensemble des équipes qui sont intervenues sur ce chantier pendant près de 2 ans, permettant aujourd'hui de mettre en valeur les innombrables trésors de celle-ci. Le maître-autel et le banc de communion, classés à l'inventaire des monuments historiques, tout comme la prédelle, les chandeliers,
le double tabernacle et le Christ. L'ensemble des tableaux restaurés, dont 3 d'entre eux sont également classés et pour lesquels nous proposons des plaquettes explicatives. Les blochers qui ont été découverts lors de la restauration, ou encore les vitraux qui profitent d'un nouvel éclairage, comme l'ensemble du bâtiment. Alors merci aux entreprises, le groupe Lefebvre de Lille pour la maçonnerie, l'entreprise Batté de Gourdin pour la charpente, l'entreprise Devrede pour l'électricité et l'éclairage, l'entreprise Lefebvre de Lambersart pour le chauffage, l'entreprise CME de Pouvy pour la serrurerie et les portes en verre, l'entreprise Malbret de Caplenag pour la restauration du mobilier liturgique et les tableaux, l'entreprise Brouard de Ronchin pour la restauration des vitraux, l'entreprise Multisson de Montigny-en-Goël pour la sonorisation. Entreprise sans laquelle n'aurait certainement pas donné, cette église n'aurait pas certainement cet éclat. Et je vous demande de les applaudir, ainsi que notre architecte, comme les artisans de cette réussite qui vous est présentée ce soir. Vous qui avez connu l'église avant les travaux, vous comprenez mieux maintenant l'ampleur de ce chantier et les raisons de ces financements aussi importants. Le coût de cette restauration est de 1 484 822 €. Je tiens à remercier les financeurs qui ont cru en ce projet et qui nous ont accordé des subventions indispensables à sa réalisation. Le Conseil général qui a subventionné à hauteur de 187 500 €, la DRAC pour la restauration du mobilier liturgique et des tableaux à hauteur de 200 000 €, l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux à hauteur de 188 410 €. Le total de ces subventions que nous avons obtenues est ainsi de 575 910 €. La participation de la ville, elle, est de 908 912 €. Elle s'est répartie sur le budget 2010, 2011 et 2012, sans avoir recours à l'emprunt et sans avoir augmenté les impôts locaux. Alors j'en terminerai en vous disant qu'il est vrai que parfois l'argent investi dans l'entretien ou la rénovation des bâtiments religieux peut être source de polémique. Mais il faut se féliciter qu'à Pégancourt, ce ne fut pas le cas, bien au contraire, et qu'aujourd'hui, au-delà des fidèles de la paroisse, c'est l'ensemble de la population de notre commune qui se réjouit des travaux effectués et de retrouver notre église avec cet éclat. Merci. Nous allons maintenant écouter Madame Nathalie Tekint, l'architecte de cette restauration. Contrairement à Monsieur le maire, je n'ai pas préparé tout un discours. En 2010, quand on nous a demandé, quand on a confié à l'agence la restauration intérieure de cet édifice, on s'est trouvé face à un sujet assez important. Parce que la restauration intérieure d'un édifice tel que celui-ci pose un certain nombre de questions. Il y a différentes façons de voir le sujet et qui sont assez discutées entre les différents confrères. C'est-à-dire qu'un édifice comme ça, dans notre situation actuelle culturelle, doit non seulement servir au culte, mais doit aussi servir culturellement, puisque c'est, comme a dit Monsieur le maire, des investissements très importants, et ils ne peuvent pas servir uniquement que pour célébrer le culte et les enterrements et les mariages. Il faut aussi qu'ils puissent apporter d'autres choses, parce que ce sont des édifices exceptionnels, avec des volumétries merveilleuses et des acoustiques aussi exceptionnelles. Donc cette église, pour ceux, nombreuses personnes ici connaissent l'église, et effectivement, quand vous reverrez les panneaux tout à l'heure dans la salle des fêtes de sa configuration avant, il y avait énormément de gens qui venaient à Pégancourt pour voir l'église. Ils faisaient le tour extérieur, ils étaient en admiration, parce qu'effectivement, c'est une église qui a énormément de strates de l'histoire, depuis le XIIIe siècle jusqu'avant la Révolution pour ses bas-côtés actuels qui datent de 1780. Et quand ils rentraient dans l'église, c'était une catastrophe, une vraie catastrophe. Donc il a fallu prendre le taureau par les cornes. On a fait quelques investigations archéologiques
Donc pendant les phases études, parce qu'effectivement, pendant les phases études, on ne découvre pas l'ensemble, donc il faut anticiper, aller faire des sondages. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qui nous a permis de pouvoir voir ce que vous voyez ici, au niveau du chœur. Vous avez le fondement lambrissé du XVIe siècle pour toute sa travée de l'abside et les premières travées. Donc ce sont les clins en chêne de 1620 qui sont là avec tous les blochets qu'on a retrouvés. Heureusement, on a pu les retrouver intacts, ce qui est assez rare, puisque au XIXe siècle, il y avait une grande mode de transformer tous les intérieurs des édifices en voûtements en plâtre, avec des grosses corniches en plâtre. Et pour réaliser ces éléments-là, très régulièrement, ils bûchaient l'ensemble des éléments sculptés en bois avant. Donc on a eu la chance de pouvoir trouver l'ensemble de ces éléments que vous voyez ici. Et moi qui ne suis pas revenue ici depuis 6 mois, c'est avec un grand plaisir que je les revois parce que je trouve que c'est exceptionnel. On a eu la chance de pouvoir trouver des strates archéologiques sur un peu l'ensemble de l'édifice. La nef que vous avez là, qui est du XVe siècle, on n'avait aucune indication sur son plafond. Il se fait que quand on a démonté les faux plafonds en plâtre du XIXe, on a trouvé 10 cm² de l'emplacement précis du plafond qui se trouve là. Donc le plafond est remis en altimétrie de façon entièrement identique à sa configuration de 1495, excusez-moi. Donc tout ça, c'est des éléments très importants puisqu'il ne s'agit pas de refaire des choses sans avoir les traces archéologiques. Donc tous les éléments restitués ici sont dans leur configuration d'origine. Il y avait un autre élément qui était très important aussi, et donc les habitants de Bécancour le savent très bien, c'est la tribune et sa flèche et son clocher, qui ont subi un certain nombre d'événements catastrophiques. Déjà en 1875, il y a eu l'effondrement de la flèche, qui a été reconstruite pas tout à fait dans sa volumétrie d'origine, mais qui a aussi eu un confortement structurel assez particulier et qui se représentait aussi par des colonnes qui ont disparu. Donc on s'est structurellement, avec l'entreprise Batet Charpente, travaillé afin de pouvoir supprimer ces éléments de rajout structurel et de suspendre cet ensemble pour retrouver la bonne configuration. Donc voilà un peu tout ce qu'on a fait. En termes de restitution volumétrique. Restitution volumétrique est une chose. Après, il faut faire vivre l'édifice. Il y avait plusieurs choses. Donc, quand on doit faire revivre l'édifice, il faut s'occuper de la lumière, il faut s'occuper du chauffage, il faut s'occuper du dallage. Le dallage, comme vous pouvez le voir, on a sauvé tout ce qu'on pouvait sauver. Donc, on a repris les dallages anciens d'origine dans toute la partie centrale. Et comme il y avait quand même beaucoup de casse, on a pris les carrelages des bas-côtés qu'on a mis dans la partie centrale et on a fait des carrelages neufs dans les bas-côtés, puisqu'on a pris comme système de chauffage, et ça c'est très important, d'avoir un système de chauffage pérenne qui ne fait pas qu'on ne chauffe l'édifice que quand il y a un office. Surtout dans cette église-ci, puisque cette église-ci, après une grosse partie du mobilier de l'abbaye d'Anchin, donc tout le mobilier dont vous a parlé Monsieur le maire, il y a une partie des lambris, il y a des retables, il y a bien sûr le maître-autel, mais il y a aussi de nombreux tableaux qui viennent de cette abbaye. Cette abbaye qui a été démolie en très grande partie, il ne reste que les pavillons d'entrée. Donc il était très important de créer une hygrométrie pérenne pour ce mobilier qui a aussi été restauré à coût important et qui est quand même classé monument historique. Donc le système de chauffage que l'on a préconisé permet effectivement toute l'année d'avoir une température constante qui enlève l'humidité de l'édifice, et en période souhaitée, il y a des systèmes qui sont mis dans les plafonds qui permettent de faire des compléments et qui offrent la possibilité de pouvoir faire toutes sortes de manifestations culturelles, de bonnes intentions dans cet édifice. Après, on s'est aussi occupé bien sûr des ambiances lumineuses et des prestations de patine de l'ensemble. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cet édifice. Alors effectivement, on avait un souhait quand même par rapport à la configuration de cette ville de pouvoir garder de sa disposition par rapport à l'axe principal de la rue qui est en face, de pouvoir garder, c'était une volonté aussi de Monsieur le maire qui était très intéressant, pour que quand on est à l'extérieur, on puisse aussi voir ces éléments qui sont tout à fait remarquables
à travers quelque chose qui met quand même en sécurité, et c'est pour ça qu'on a créé ce grand sas vitré qui permet de gérer la température, mais qui permet à tout à chacun de pouvoir voir, même quand l'édifice est fermé, l'ambiance intérieure de l'édifice. Donc je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce qu'on a proposé dans cette restauration, grâce à tous les témoins qu'on a pu mettre en place, et bien sûr au partenariat des entreprises qui sont toutes spécialisées en monuments historiques, et y compris les entreprises de chauffage et d'électricité avec lesquelles on a déjà fait plusieurs restaurations d'églises. Nous accueillons maintenant Monseigneur François Garnier, archevêque de Cantal. Voilà comment ne pas vous remercier, Monsieur le maire. J'ai le souvenir d'une visite il y a quelques années déjà dans cette église, et autant nous admirions l'extérieur, autant nous pleurions l'intérieur. Vous avez eu beaucoup de ténacité et de volonté partagée avec votre conseil municipal pour mener à bien quand même quelque chose d'exceptionnel. J'ai souvent fait des inaugurations après des travaux dans les églises, en dehors d'une seule dans le diocèse dont je ne dirai le nom qu'à vous. Je crois que je n'ai jamais eu autant de plaisir de voir le résultat du travail. Alors, merci bien sûr votre voisine, Dame Tiquinte, et tous ceux qui ont permis la réalisation de cette beauté. Je pense bien sûr à tous les corps de métier, je pense aussi à tous les bénévoles, à les petites mains. Je les ai vus travailler sur la fin des travaux. Il y a toujours un petit peu le coup de main final qui demande beaucoup de travail. Je veux remercier tous ceux qui ont permis financièrement cette belle réalisation. Vous les avez cités, mais en premier lieu, bien sûr, cette municipalité qui trouve moyen en quelques années de prendre sa part, une part importante, sans recourir à l'emprunt. Ça fait rêver peut-être un certain nombre d'autres. Et je veux remercier bien sûr le Conseil général du Nord. Je n'oublie pas la DRAC et je n'oublie pas l'État, qui ont participé à hauteur importante quand même à la réalisation de cette réussite. Je ne veux pas être long, je veux dire simplement que pour moi l'Église, dans notre histoire de France et dans l'histoire actuelle, l'Église c'est souvent un clocher, c'est un signe qui, pour les croyants, pour les incroyants, pour nos frères d'autres religions aussi, je salue Monsieur l'imam, je crois toujours que, vous savez, dans le Nord, on a tellement baissé le nez devant les malheurs de la guerre, devant les difficultés de nos entreprises de toutes sortes, devant les difficultés dans nos familles, devant le chômage de beaucoup, devant la précarité de beaucoup de migrants, vous savez, desquels je parle, de temps en temps, lever le nez, essayer de voir un peu plus haut que d'habitude, essayer de s'ouvrir, si l'on est croyant, à celui qui nous apprend à vivre et à aimer et à servir, à se crever s'il le faut. Je le dis volontairement puisque une des merveilles de cette Église, c'est la croix, et que celui que nous aimons s'est crevé pour nous. Voilà. Eh bien, cette Église, elle a de l'importance pour tout le monde, qu'on soit croyant, qu'on ne le soit pas beaucoup. En plus, nous sommes tous amenés un jour ou l'autre à y entrer pour les obsèques d'un ami, pour les obsèques de quelqu'un de nos familles, pour un baptême, bien sûr, pour un mariage, encore. Et donc, ce que je souhaite, c'est que ce soit vraiment la maison de tous. Vraiment merci à notre architecte
d'avoir prévu que même lorsque l'édifice doit être fermé, pour l'ouvrir en permanence, il faudrait prendre beaucoup de sécurité sur les merveilles qui s'y trouvent. Mais en tout cas, d'avoir osé l'ouvrir d'abord sur la vie de ceux qui sont dehors et à permettre à tous ceux qui passent d'avoir un regard sur l'intérieur de ce monument. Je vais dire un mot sur l'utilisation de cette église. Je pense que notre ami qui, architecte, connaît comme moi les lois de notre État, elles seront peut-être un jour révisées. Actuellement, ce qui est sûr, c'est que je souhaite que les prêtres soient les curés, parce que le texte de la loi est infiniment précis, et dans la loi, il est question des affectataires. Ce sont des lieux affectés exclusivement au culte catholique. Mais, bien sûr, ce que nous demandons à nos curés, c'est d'être particulièrement ouverts à toutes les manifestations culturelles qui respectent le caractère sacré de ce lieu. C'est aussi simple que ça. Et donc tout à l'heure, avec justesse, vous avez pris une expression qui est proche de la mienne, mais bien sûr, on ne peut pas imaginer qu'on fasse n'importe quoi dans une église. À l'évidence, dans la beauté d'un espace comme celui-là, il faudra pouvoir permettre ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hui. Je vous remercie, madame, et tous ceux qui ont chanté. J'ai trouvé merveilleux qu'on chante en toutes les langues en très peu de temps Marie, qui nous unit d'ailleurs, qui a beaucoup d'importance aussi chez nos amis musulmans. J'ai été très heureux de voir une petite fille qui chantait est-ce avec sa grand-mère, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était magnifique de la voir, elle est là au milieu, de la voir s'avancer et chanter de tout son cœur avec vous. Et puis je remercie à l'avance, bien sûr, alors c'est une harmonie. Il ne faut pas que je me trompe dans les termes. Je remercie l'harmonie de Pécancourt qui va jouer tout à l'heure. J'ai été pendant longtemps évêque en Vendée. Il y avait souvent des concours entre l'Ouest et le Nord, et c'était toujours le Nord qui gagnait. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a une tradition musicale dans le Nord de la France dont il faut soigner l'avenir, dont il faut, à mon avis, soigner beaucoup l'avenir. Voilà, merci beaucoup. Si j'avais un dernier mot à dire, c'est ceci. Des chrétiens, j'attends qu'ils soient des citoyens très, très loyaux. Dans notre tradition, nous demandons à tous les baptisés d'être des citoyens responsables et loyaux et de faire tout leur possible pour que dans une commune, dans un ensemble de communes, la vie soit plus facile à vivre parce qu'ils n'oublieront pas, surtout qu'ils n'oublient pas de vivre d'évangile. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Claude Kenson, conseiller général du Nord. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous salue au travers vos titres et responsabilités divers. Permettez-moi de saluer particulièrement et chaleureusement la communauté catholique qui nous reçoit dans cette église de Saint-Gilles. Merci, Monsieur le maire, pour votre accueil. Je me dois de présenter les excuses de Monsieur Patrick Caner, président du Conseil général, qui m'a demandé de représenter l'institution départementale à cette cérémonie ô combien symbolique. Symbolique parce qu'il s'agit ici de l'expression des relations qui doivent s'instaurer entre une communauté religieuse et les représentants de l'autorité républicaine. D'aucuns me répondraient que les églises sont en général une propriété des communes, qu'il semble bien normal de s'attacher à gérer ce patrimoine de la meilleure façon possible. Avoir un pareil regard sur la raison de notre Assemblée serait prendre un raccourci avec la volonté exprimée par la plupart des municipalités qui entretiennent les meilleures relations possibles avec le monde religieux. En effet, au même titre que
de nombreux autres partenaires, la communauté religieuse, et en particulier la communauté catholique, joue un rôle important dans la cohésion entre tous. Cohésion, savoir-vivre et convivialité sont indispensables pour permettre à nos communes d'évoluer dans l'harmonie, la tolérance et le respect. C'est dans ce cadre, Monsieur le maire, que vous avez entrepris les travaux qui font aujourd'hui de l'église de Saint-Gilles un lieu de partage et d'écoute agréable, chaleureux, un lieu où tous ont la conviction d'être accueillis avec beaucoup de respect et d'amitié. Bien évidemment, en dehors de ces considérations humanistes, il nous faut parler aussi de l'effort budgétaire qui a été mobilisé pour mener à bien cette réalisation. Cet effort budgétaire n'est pas des moindres, vu le montant des travaux qui s'élève, je le rappelle après vous, Monsieur le maire, à 1 380 000 € hors taxes. Dans le cadre de mon mandat de conseiller général, en tant que membre de la commission aménagement du territoire, j'ai été heureux de soutenir cet effort communal, proposant à la commission de donner un avis favorable afin que la commune de Quécancourt reçoive du département 187 500 € de subvention. En effet, je m'efforce d'être un élu de proximité, un élu à l'écoute des communes, des associations et des citoyens de ce canton pour, à chaque fois que possible, apporter mon appui, ma contribution et mon concours afin que les projets des uns et des autres aboutissent de la meilleure façon possible pour que chacune des communes et globalement le canton de Marchiennes évolue de façon positive. Je pourrais vous évoquer les 5 millions d'euros que le Conseil général a apportés pour l'aménagement des voiries et réseaux divers du site d'activité Parois, qui prend corps ici dans la commune. Je voudrais également vous parler des financements du département pour aménager la circulation dans la traversée de Marchiennes. Les premiers travaux ont débuté. Ou encore pour rappeler le concours départemental à hauteur de 210 000 € pour la reconstruction d'une école à Fenin. Voilà quelques exemples qui montrent combien je suis présent pour, avec vous, avancer et faire en sorte que dans chaque commune, les conditions de vie de nos concitoyens s'améliorent. L'église de Saint-Gilles fait donc honneur. C'est un bâtiment extraordinaire et remarquable. Son histoire est donc marquée d'une nouvelle page de belle écriture. Je suis heureux que le Conseil général ait apporté sa contribution qui montre combien cette institution a un rôle essentiel en matière de proximité. Merci à toutes et à tous de votre accueil et de votre écoute. Nous écoutons maintenant M. Jacques Détouche, sous-préfet de Toulon. Bien, cher Monsieur le maire, Monseigneur, Monsieur le conseiller général, je salue également l'ensemble des représentants des différentes autorités, ici, Monsieur le maire de la commune jumelée, Monsieur l'imam, les représentants de la communauté musulmane que j'ai plaisir à saluer également, Madame l'architecte, qui avait été véritablement, on l'a bien compris, la cheville ouvrière de cette belle réalisation, et nos amis musiciens et choristes qui contribuent à valoriser notre rencontre ce soir avec beaucoup de talent, beaucoup de passion. Ils sont et elles sont, je crois, l'expression des talents de ce territoire, ces talents qui se sont au fond manifestés à travers les différents corps de métier dans cette belle réalisation. Et au fond, nous avons tous le sentiment, en nous réunissant autour de vous, Monsieur le maire, ce soir, et de votre équipe municipale, en manifestant en quelque sorte combien nous avons souhaité pendant tout ce parcours être à vos côtés, mutualiser
nos efforts et notre enthousiasme, parce que nous croyons en ce territoire, nous croyons en ses potentialités, et nous souhaitons évidemment accompagner d'aussi belles initiatives. C'est la raison pour laquelle vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs qui êtes ici présents, eh bien, vous avez certainement ce soir le sentiment de vivre un moment particulièrement fort. Nous le ressentons tous. Et si au fond, il devait y avoir quelques mots à retenir de cette rencontre ce soir, je pourrais peut-être les résumer de la façon suivante. Il y a un premier mot qui me vient à l'esprit, c'est celui de fierté. Si il y a un sentiment qui émerge à travers les propos qui ont été tenus par vous, monsieur le maire, l'architecte, monseigneur, monsieur le conseiller général, eh bien, c'est tout simplement que nous sommes tous légitimement fiers, et vous êtes légitimement fiers de quelque chose qui donne du sens à la vie de l'ensemble de nos concitoyens, quelque chose qui met de la beauté, de la hauteur, qui tire vers le haut. C'est un vrai motif de fierté, comme d'avoir pu mener à bien cette réalisation. Un autre mot qui peut-être pourrait symboliser notre rencontre, c'est celui de fraternité. C'est un mot républicain qui est dans la devise de la République, mais qui peut aussi très fortement, monseigneur, parler dans un lieu de culte. Et cette fraternité, elle s'exprime ici à travers une institution qui est celle de la commune. Fraternité, commune, y a-t-il un lien? Regardez bien. En réalité, la commune, c'est bien l'élément où, quelle que soit son origine, son parcours professionnel, ses préoccupations professionnelles, son parcours individuel, au fond, eh bien, malgré la diversité des trajectoires des uns et des autres, on se retrouve à partager un destin commun sur un même territoire. Alors, il y a plusieurs façons de partager ce destin commun. On peut le vivre dans l'antagonisme, dans le conflit, ou on peut le vivre dans l'esprit de fraternité. Et la commune, au fond, nous apporte cette dimension qui tire vers la notion de fraternité, en faisant en sorte qu'autour d'une équipe municipale puissent et bien vivre ensemble des hommes et des femmes d'horizons extrêmement différents. Cette commune, espace de fraternité, elle est dirigée par une équipe sans laquelle, il faut le reconnaître, rien n'aurait été possible, et par conséquent à laquelle il convient de rendre hommage, tout simplement parce que le jour d'une inauguration, tout paraît facile. On s'assoit sur les bancs, on écoute des discours, et au fond, tout a l'air d'aller de soi. En réalité, regardez-y de plus près. Il a fallu d'abord une idée, il a fallu une vision, il a fallu à partir de quelque chose qui était, je ne l'ai pas connu personnellement, mais me dit-on très délabré, il a fallu créer un projet, passer de l'idée au projet, du projet à la concrétisation, du projet à sa réalisation, avec tout ce que ça suppose d'efforts, de mobilisation, de moments d'enthousiasme, mais certainement aussi de moments de doute ou de découragement. Et cette phase de réalisation, certainement la plus difficile, mais derrière cette réalisation, combien de détermination aujourd'hui les pouvoirs publics, et notamment l'institution communale, nous montrent qu'il y a une place pour les institutions publiques pour mener à bien des projets, avoir une vision et les mener avec détermination jusqu'à long terme. C'est ce que nous voyons particulièrement ce soir. L'institution communale, votre belle ville,
de Pécancourt, monsieur le maire, c'est aussi un lieu où s'exprime peut-être un autre mot qui symbolise notre rencontre, c'est celui de l'identité. Monseigneur, vous avez évoqué le clocher. Il y a effectivement deux façons de le voir. On peut, péjorativement, c'est une expression qui parfois approuve, vous le savez, parler d'esprit de clocher. Esprit de clocher qui consisterait de façon rabougrie à se plier un petit peu sur soi-même et à ne pas, au fond, voir le monde autour de soi et d'autres réalités. Il y a aussi, vous l'avez bien exprimé, cette notion de hauteur qui permet effectivement de prendre de la perspective et de se donner en quelque sorte une vision de ce qu'on est. C'est extrêmement important et cet élément de patrimoine contribue, je crois, très fortement à cette identité qui permet à l'ensemble des citoyennes et des citoyens de Pécancourt de bien mesurer ce qu'ils sont ensemble et en même temps de le vivre dans une logique qui soit une logique pleinement ouverte vers les autres réalités de ce territoire. C'est bien comme ça que vous l'entendez et c'est pour ça aussi, je l'ai bien compris, que cette église a vocation à être un lieu ouvert. Enfin, j'aurais envie peut-être de parler de solidarité. Solidarité parce que certains peut-être pourraient s'interroger. On évoque des chiffres qui peuvent paraître assez importants, voire considérables aux yeux de certains, et peut-être certains pourraient-ils s'interroger sur la pertinence des choix budgétaires au regard des difficultés que rencontrent beaucoup de nos concitoyens et d'une façon générale nos territoires. Est-ce qu'il y a là une incompatibilité ou un paradoxe? La réponse est clairement non. Parce que tout cela ne doit pas être opposé. Nous sommes à coup sûr sur un territoire en souffrance. Là où existe un taux de chômage particulièrement élevé, 15,5%, là où les taux de précarité sont également particulièrement élevés, bien évidemment, il y a matière à se mobiliser en matière de solidarité. Mais en même temps, on le voit bien, c'est un territoire qui a du potentiel, qui croit dans ce qu'il est, qui a envie d'aller de l'avant, de construire, de se développer. Et croyez-moi, on ne résoudrait ni la question du chômage, ni celle de la précarité en ne faisant rien et en n'investissant pas. Or, de quoi parle-t-on aujourd'hui? On parle d'un investissement public, vous l'avez bien compris, et exclusivement un investissement public, et un investissement public qui a permis de faire travailler de nombreuses entreprises artisanales, des artisans de talent qu'il faut saluer, et leurs salariés, et de garantir, et de conserver, et de pérenniser de nombreux emplois à cette occasion. Et je suis particulièrement témoin que la dynamique d'investissement public sur notre territoire est forte. S'il n'y avait pas la commande publique, s'il n'y avait pas des réalisations comme celle-ci, s'il n'y avait pas les belles réalisations scolaires, municipales, d'aménagement d'espaces publics que nous connaissons sur notre territoire, si en gros les élus se montraient frileux en termes de commande publique et de décision d'investissement public, à coup sûr, notre territoire irait beaucoup plus mal, nos entreprises également et nos salariés également. Et donc il faut non pas cultiver le paradoxe en disant c'est beaucoup d'argent là où il y a beaucoup de précarité, il faut considérer au contraire que cet argent qui est injecté non pas dans
des investissements de prestige, mais dans des entreprises et dans l'emploi, et de l'argent bien utilisé pour la solidarité sur ce territoire. Alors vous le voyez, ça fait beaucoup de belles dimensions ce soir, beaucoup de choses fortes qui nous réunissent, qui nous parlent et qui nous permettent effectivement de bien mesurer ce que nous sommes ensemble, le rôle que nous jouons les uns et les autres au service de l'ensemble de la population, et qu'il est important d'avoir des lieux de symboles comme celui-ci qui manifestent, eh bien, oui, de la fierté, de la fraternité, de la solidarité, et puis un véritable sentiment d'identité auquel tiennent beaucoup les citoyennes et les citoyens de Bécancour et du Douaisis. Je vous remercie. Et donc nous voici arrivés à la fin de cette cérémonie d'inauguration. Nous remercions l'ensemble des personnalités qui nous ont honoré de leur présence, comme vous tous qui avez répondu à notre invitation. Mais je pense que ça valait le coup vraiment, et vous pouvez de nouveau applaudir les intervenants, professeurs, etc. S'il y en a plus pour les discours que pour les interprétations, bon, ça on fera le tri. Alors je tiens à vous rappeler l'ouverture de notre église pour les Journées du patrimoine, pour lesquelles seront organisées des visites guidées par M. Serge Lange et le comité paroissial. Vous pouvez les applaudir également pour le temps qu'ils vont passer à faire découvrir cet édifice. Et maintenant, pour prolonger cette soirée, un vin d'honneur et un reportage photographique sur les différentes étapes de cette restauration vous attendent dans notre salle de fête. Merci à tous.